aveugle, s'ennuie à mourir dans sa sinistre demeure. Il ne cesse de se questionner pour trouver un moyen efficace d'attirer plus d'âmes damnées en enfer. Il faut se rendre à l'évidence, l'on ne fait plus le plein là-haut. Les personnes qui décèdent sont de plus en plus enviées. Si, c'est vrai, ce qui leur permet d'accéder directement au paradis. Aussi, un soir qu'ils consultent avec bien des difficultés un vieux grimoire obscur, le diable, en se grattant les cordes, imagine un stratagème habile pour arriver à ses fins. Il s'agit de réunir tous les personnages mystérieux, les contes et légendes, pour les associer à son effroyable projet. Bien sûr. Et pourquoi pas des réverbères tant que vous y êtes? Je vous trouve un peu mou de la fourche, si vous permettez l'expression. Mais quelle féroce ingratitude en récompense de tous les services que je vous ai rendus. Dieu merci. Enfin, pardon. D'autres tâches bien plus intéressantes m'attendent d'ailleurs, fort heureusement. En tout cas, soyez sûrs que vous ne l'emporterez pas au paradis. Allez, Oust! Salut la compagnie. Eh bien, bon débarras! Et après cela, on viendra dire que c'est nous qui faisons la chasse aux sorcières, alors qu'en fin de compte, ce sont elles qui s'en vont. Or, un vieux paysan à demi sourd, venu voir si son gré pousse dans un champ tout proche et alerté par des éclats de voix, se cache derrière les rochers et sait tant bien que mal d'écouter la conversation. Seigneur Corée, mais comment se fait-il que vous soyez si grand? Eh bien, malheureusement, une vilaine sorcière qui projetait de se marier avec moi a cru vouloir bien faire en me faisant grandir. Et moi, comme je n'étais pas du tout d'accord, eh bien pour me punir, elle m'a fait boire un filtre magique incomplet. Alors, j'ai grandi, parce que j'étais tout petit. Alors, j'ai grandi, mais mes bras sont restés tels qu'ils étaient. Bon, de toute façon, ce n'est pas bien grave, puisque ça m'évite au moins d'avoir les bras ballants, comme certains paresseux. Oui, peut-être, mais en tout cas, j'ai choisi de vous confier la charge d'enterrer les défunts 6 pieds sous terre. Les rivages sablonneux de notre belle région devant être naturellement impeccables pour la saison touristique. Objection, votre honneur. Comment ça? Je refuse de revêtir la tenue de fossoyeur que vous me décernez, car je ne saurais œuvrer de la sorte. Et puis, malgré les apparences, j'ai le bras long. Et je peux vous assurer que la reine des Corrigans est complètement à l'opposé de vos manigances. Mais que dites-vous? Mais elle ne vous suivra pas dans votre conspiration, Méphistophélix.
Nous autres, les Korrigans, faisons des farces et autres bouffonneries aux hommes. Mais c'est juste pour les taquiner un peu. C'est sans méchanceté aucune. Bon, écoutez, gentil Corrigan. D'accord, nous avons tout notre temps pour trouver un terrain d'entente, puisque le début de la fin de l'éternité n'a pas encore commencé. Alors on verra ça plus tard. À ces mots, le vieux paysan, surpris de la présence de ce personnage très peu fréquentable, quitte précipitamment les lieux afin d'éviter une confrontation fatale avec le serviteur de la mort. Car on le sait, entendre seulement grincer les roues de son terrifiant chariot ou croiser en chemin son sinistre attelage sont des signes annonciateurs d'une mort toute proche. Précieux collaborateur, on ne peut plus discret, comme à votre habitude, vous transporterez les âmes, si possible, par contingent de sang, dans votre misérable charrette, à destination de notre chaleureux refuge, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je saisis l'occasion de vous remercier grandement pour le travail admirable que depuis des millénaires vous exercez à notre profit. Bon, eh bien, je crois que tout le monde est servi. J'attends vos questions, si toutefois vous en avez. Et moi, je compte pour du pur beurre. Ce n'est pas parce que j'avais encore quelques linceuls à essorer qu'il faut me laisser au bord du lavoir. Oh là là, j'allais oublier la laveuse de suaire qui n'a pas inventé l'eau tiède. Voyons, ne soyez pas chiffonniers, beauté fatale. Cas de besoin, donner un coup de main à Seigneur Corrigan pour nettoyer les plages la nuit, non? Satané bouquet misère! Je suis une lavandière de la nuit, moi, et non une nettoyeuse de plage! Et tu me fais venir ici pour entendre ça? Faut quand même pas me faire prendre des lessives pour des lanternes, hein? Un bon savon centime glouton, voilà ce que tu mérites. Ouais, te voilà maintenant dans de gros draps, à force de vouloir laver ton linge sale en vanille. Bon, puisque c'est ainsi, je vais me mettre au bonnet absent, car ça vaut bien mieux que d'attraper la scarlatine. Allez, j'essore et au lavoir. Oh, par Belzébuth, elle mérite d'être embrochée, celle-là. Bon, il faut bien une exception à la règle. Et d'ailleurs, notre buandière nocturne travaille déjà à notre profit depuis bien longtemps. Bon, reprenons notre affaire. Puisque vous êtes, mes chers amis dévoués, relativement nombreux à vouloir adhérer à mon projet, puisque chacun de vous s'est engagé corps et âme pour me servir, puisque aujourd'hui vous tenez à me jurer allégeance, quoi qu'il advienne, eh bien, mais où sont passés les autres? Mais où sont passés les autres? Mais par tous les diables, je suis tout seul avec moi. Au secours, Judas, je suis trahi. Je suis trahi. Décidément, ici, il y a
vraiment rien d'autre que des rochers sur la côte et des légendes. Dans les champs. Oui, il n'y a vraiment rien d'autre que des rochers sur la côte et des légendes. Et des légendes dans les champs. Ouais, vraiment rien d'autre que des rochers sur la côte et des légendes dans les champs. Le lendemain matin, le vieux paysan revient sur ses pas et se rend à l'endroit exact où s'est déroulée la réunion nocturne. Pourtant, peu de choses laissent supposer qu'il s'est passé quelque chose d'étrange dans cet amas rocheux. Alors que l'homme désappointé s'apprête à quitter les lieux, soudain, il entend une voix sortie d'on ne sait où. Oui, je suis le rocher, là, près de vous. Monsieur, hier soir, j'ai tout entendu ce qui s'est dit. Et même que je n'étais pas seule à écouter. Puisqu'à côté de moi, il y avait une petite fée qui ne trouvait plus son habit de plume. Bonjour gentil rocher. Bonjour monsieur. Je suis bien contente de vous rencontrer. Car ce qui s'est passé ici hier soir est très inquiétant. Du moins à ce que j'ai pu entendre. Car il a fallu que je parte avant la fin. Ah bon? Eh ben, moi je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez me dire tous les deux? Tout d'abord, sans aucune raison, le diable qui organisait la réunion m'a donné un vilain coup de pied dont je porte encore la trace. Voyez vous-même. Aïe! Oh, j'ai presque tout vu, mais je n'ai pas tout compris. Ainsi, comment a réagi la sirène? Oh, la sirène a répondu qu'elle n'était pas là pour faire du mal aux gens et que de toute façon, elle préférait rester dans son château. Et le Corrigan, est-ce qu'il a dit quelque chose? Agacé par le projet, il a dit qu'il n'était pas question pour lui d'enterrer les morts. L'encours a dû se taire comme d'habitude. Oui, effectivement, car cela ne change rien du tout à son activité habituelle. Ah oui, autre chose. Une lavandière de la nuit, arrivée en retard, n'a fait qu'une brève apparition. Ainsi donc, le diable s'est retrouvé en tête à tête avec l'encours. Mais non, pas du tout. Il s'est retrouvé tout seul, puisqu'au bout d'un moment, l'Ankou a dû quitter les lieux précipitamment pour débuter sa tournée funeste. Eh ben dis donc, le diable qui était tout feu, tout flamme, devait être très en colère après cet échec cuisant. Bien plus que ça, monsieur. C'est alors qu'il est... Depuis ce jour, le diable, vexé d'avoir une fois de plus échoué dans ses projets maléfiques, ne pointa plus le bout de ses cornes dans la région et qu'il partit ailleurs, voir s'il y était. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une autre légende. Étrange qu'on ne peut voir que dans la nuit.
brigands, fées ou sirènes, sortis d'un monde merveilleux, ont déjà quitté la scène pour s'en aller vers d'autres cieux. Mais pour nous, le long des dunes, comme un rêve qui se poursuit, à la lueur de la lune, nous chercherons le temps qui fuit. Si la pensée humaine va s'égarer dans l'infini, jusqu'à ce que l'on comprenne tout ce qui nous a été dit. Mais vous qui êtes de passage, ou vous qui habitez ici, n'écoutez qu'un seul message, celui des conteurs de la nuit. Il n'y a vraiment rien d'autre que des rochers sur la côte des légendes. Mon mari a entendu le diable dire qu'il n'y a que des rochers par ici, sur la côte des légendes. Rocher ou pas, on n'arrête pas de dire que la côte des légendes, c'est ici! Incroyable mais vrai, c'est ici la côte des légendes. On vient de me confirmer que la côte des légendes est toute proche. Oh, personne ne le savait. Mais la côte des légendes, c'est bien ici. Oh, C'est formidable, nous sommes sur la côte des légendes. la côte des légendes. Oui, la côte des légendes. La Côte des légendes. Oui, la côte des légendes. Pierre, Béatrice, Marie-Pierre, et Joël. La musique était assurée par les accordéonistes. Juliette, Maël, et la flûtiste Françoise. La régie était assurée par Alice, qui se trouve cachée dans les coulisses. la musique, le scénario, les paroles ont été écrits par Joël. Les costumes ont été confectionnés par Yvette Durand et son équipe. Les décors ont été réalisés par Michel Kerner et Roger Lansonneur. Merci pour vos applaudissements. Nous allons poursuivre maintenant, si vous le voulez bien, notre balade contée sur le bord de mer. Nous vous demandons de nous attendre un tout petit peu plus loin pendant quelques minutes et nous sommes à vous. Merci. Accomplir sa terrible besogne avec une impitoyable précision est aidé d'un instrument fort rigoureux et bien conçu, le remarquable horloge, qui donne l'heure et le nom de ses futurs clients. Ce bel objet, vieux comme nous, ne tombe jamais en panne. Et le quai ne s'effie avec une absolue confiance. Moins d'entretien particulier, quelques gouttes d'huile, un conditionneur sur le devant, pour
et une fois l'an, quelques coups de clé pour remonter les toits du mécanisme. Oh, il advint une fois une chose inouïe. La pompe de l'ampoule resta en panne à minuit un certain 2 novembre. En dépit du problème mécanique très perturbant, l'ampoule se mit pourtant en chemin pour prendre livraison de son équipement. Mais auparavant, il essaya tout de même de réparer son horloge. Mais enfin, car les aiguilles semblèrent définitivement figées l'une sur l'autre. Déjà, le toucheur accusa un certain retard dans ce travail, ce qui pouvait compromettre la bonne marche du monde. Il lui fallait vivement trouver une solution. Mais lui, le récoltant de mort, il n'y entendait rien en horloger. Bien décidé à régler les problèmes l'un après l'autre, il se mit en route pour prendre livraison du client, celui indiqué par l'horloge. Parvenu sur place, eut l'agréable surprise de constater que se trouvait là l'échoppe d'un horloger. L'ampoule entra sans se découvrir et fut témoin d'un spectacle bien digne d'un 2 novembre, jour des morts. Une femme, vieux, affreux, s'affolait au chevet de l'homme de la maison. Lui, pris de malaise depuis quelques minutes, s'accrochait à la vie de toutes ces dernières fois. D'un geste autoritaire, l'ampoule chassa les 3 gêneuses qui, malgré leur angoisse et leur surprise, n'osèrent s'opposer à ce sombre personnage qu'elles avaient fait recruter. Seule l'ampoule se pencha sur lui et lui dit en ce moment-là: Tu es horloger, n'est-ce pas? Alors j'ai un marché à te proposer. Ma pendule est en panne et je n'arrive pas à la remettre en marche. Toi, l'homme de l'art, tu m'accompagneras dans ton atelier, tu répareras la mécanique, et moi, en paiement, je te laisse la mission. Si tu acceptes, fais-moi signe. Le moribond acquiesça d'un regard sombre, et l'ampoule transporta donc le corps de l'homme vers sa sinistre. La femme et la fillette pensèrent alors que c'était le dernier voyage de l'horloger, et elles déversèrent tout leur chagrin dans leur cœur. Jamais 2 novembre n'aura été si triste et si beau. Minuit et 30 minutes sonnèrent à l'horloge. La porte s'ouvrit sur la nuit noire, et flocons de neige tourbillonnaient dans la rue. 2 silhouettes se présentèrent dans le clair. L'ampoule et l'horloger. L'homme de la maison rentra pour retrouver avec bonheur la chaleur des siens après l'étreinte glacée du toucheur. L'ampoule, lui d'abord, resté sur le seuil, tourna enfin les talons. Quant à la joie de sa nouvelle vie qui commençait, l'horloger n'entendit pas les quelques mots prononcés par le récoltant. Au revoir et à très bientôt. Que le 2 décembre suivant, c'est-à-dire exactement 30 jours après, le malheureux horloger cheminait en compagnie de l'ampoule. Et cette fois-ci, son dernier voyage. Et par serviteur l'ampoule. Donc, les Bretons ont une peur effroyable. Le genre de précédente minute de guerre. Et le diable s'était toujours occupé par les Bretons. Et on l'a bien vu en sa bêtise et sa déconvenue habituelle. Mais savez-vous que parmi nous, il y a un bon festival qui est un petit peu dénaturé de notre histoire. Mais s'il vous plaît, écoutez son histoire. Envoyé par Bouchet,
m'a fallu quitter pas plus tard qu'avant-hier ce chaleureux pays des âmes éternelles où l'on se fait retenir avec son visage. À la section des feux, je m'occupais du prix. Un travail calcinant. Et puis, car là-haut, comme ici, progresse le chemin. On licencie à tort, quels que soient les étages. Et ans, sans le moindre congé, mon infernal patron m'a jeté à la porte, ajoutant méchamment que le diable t'emporte. Quelle ne fut pourtant assez de sentiment, Satan sa leçon. En dépit des ragots et des remontrances, rempli dès sa porte, dans la maison d'en face appelée paradis, car après le poids du soleil là je fus accueilli par le glorieux Saint-Pierre, manifestement à autre chose à faire que de s'entretenir ne serait-ce un instant avec un religieux. Pourtant il consentit, à embaucher, et oui, pour une fois, un diable. On n'avait jamais vu un tel chambardement dans ce lieu vénérable où l'on vit. Quoi qu'il en soit, bientôt mon nouveau job commence. Et pour ne rien cacher, je suis pris d'impatience. Quand vous viendrez là-haut, et vous me reconnaîtrez, car désormais c'est moi